Lundi matin, François Vandenbolk se met en route des Potrons-Jacquet. Le temps est doux, malgré un fond d'air frais. Il a encore plu ce matin, constate l'officier, humant l'air chargé des senteurs exacerbées par la pluie. Il aime cette odeur de terre humide, promesse de récolte généreuse. François a rendez-vous avec l'amant, Nicolas François Vandernoot, seigneur de Vrechem. En effet, depuis peu, le magistrat défend au clerc du sang ou greffier criminel de prendre des conclusions d'office sans qu'elles soient signées par l'amant ou son lieutenant. C'est d'ailleurs l'amant qui, en qualité de premier officier de police de la ville, dirigera, au terme de l'enquête, les poursuites contre les accusés, siégera aux séances du tribunal et invitera, au nom de l'empereur, les échevins à rendre justice. L'inspecteur se rend à la mairie de la Manie, une façade imposante, ornée de 2 tribunes gothiques et saillantes et surmontée de pignons crénelés. La partie supérieure de l'édifice est en briques. La partie inférieure, bâtie en pierre, est garnie d'un grand nombre d'anneaux qui servent à attacher les nombreux chevaux. En effet, le magistrat, que l'on appelle aussi le premier membre ou le collège, et qui constitue dans la commune le pouvoir exécutif, compte de nombreux membres. Outre l'amant et son lieutenant, il est composé d'un bourgmestre, de 7 échevins et de 2 receveurs patriciens, d'un bourgmestre, de 2 receveurs et de 6 conseillers plébéiens. Né dans une famille modeste, François sait qu'il n'atteindra jamais ce niveau. Dire que les échevins reçoivent 1 sou et 3 plaques par séance, songe-t-il. Il sait que depuis le XVIe siècle, les receveurs sont chargés de faire confectionner des jetons pour les distribuer aux membres présents. La mairie emploie en outre 8 messagers ou huissiers. Alors que les patriciens se réservent toutes les places dépendantes de l'administration, ces 8 valets sont pris parmi les membres des lignages âgés de 25 à 45 ans. Chaque valet doit se pourvoir d'un bon cheval afin d'être à même de remplir promptement toutes les missions qui lui sont confiées. François est attendu à la mairie pour rendre des comptes, transmettre les premiers éléments recueillis par les sergents jurés de l'amant et communiquer ses premières impressions. Au terme de l'entrevue, il planifie les nouvelles recherches et investigations qu'il confie aux 2 sergents de ville. Ayant appris de l'un d'eux que l'amant d'Angèle est un jeune livreur de bière, il charge ensuite un huissier d'aller demander quand est prévue la prochaine livraison au chien vert. Puis il enfile sa redingote et se met en route pour aller interroger le suivant sur la liste, Léon le forgeron. De son pas cadencé, il se rend à la rue du Marché aux Cochons. Dès le coin de la rue de Flandre, on entend le bruit sourd et répétitif du marteau cognant l'enclume. De la porte cochère menant à la forge s'échappe une poussière qui rejoint la chaussée poissée d'une boue noire. L'officier pince des 2 mains son éternel pantalon moutarde qu'il relève pour éviter de le tacher et entame une marche la plus digne possible, espérant secrètement que personne ne voie sa dégaine d'autruche courant au ralenti. Une fois dans l'atelier, il se redresse, bombe le torse et avance avec une assurance, une détermination qui ne trahissent nullement l'impression qu'il a de se jeter dans une fournaise. Il regrette un moment sa grande conscience professionnelle qui le fait revêtir son uniforme par tous les temps. Son propre père, sévère mais juste, a exercé une grande autorité sur ses 3 fils et leur a transmis sa moralité exemplaire et son sens du devoir. Nombre de fois, il leur a sereiné que si les forces de l'ordre, qu'il a rejointes très jeune, étaient chargées de contrôler le prix du blé et du pain, c'était avant tout pour des raisons d'ordre public
Si le peuple n'a pas de pain, disait-il, il se révolte et c'est l'émeute, le désordre garanti. Son fils François a suivi ses pas. Grâce à sa carrière dans le maintien de l'ordre, il a pu accéder à l'âge de 40 ans à la fonction honorable de clerc du sang. Il entend dès lors donner l'exemple en tout temps, à l'instar de son père. Le maréchal Ferrand, qui ne l'a pas entendu arriver, continue de lever le bras et de laisser retomber la masse avec force, habileté et précision. Le policier se place donc dans le champ de vision du géant. Celui-ci fait signe au môme embauché pour tirer le soufflet de lâcher la branloire et d'arrêter d'alimenter le brasier de charbon de houille. « Tiens, Ketch, va t'acheter une saucisse dans un pain fendu, » dit Léon, en tendant un sou à son apprenti, présumant que l'inspecteur ne lui rend pas une visite de courtoisie. Léon est un homme qui, sous des allures un peu rudes et viriles, dissimule une émotivité particulièrement vive, doublée d'une hypersensibilité. À l'idée d'évoquer la mort de Clotilde, les larges épaules surmontées d'un visage pâle, allongé et ridé s'affaissent. En un instant, l'officier voit se transformer sous ses yeux l'homme qui se tient devant lui. Affichant une minute auparavant un caractère trempé, téméraire et courageux, le voici en proie à une émotion ardente, visiblement sincère. La tête chauve, complètement rasée, dans laquelle se distinguent en premier des yeux marrons habituellement lumineux et rieurs, fait signe à l'inspecteur de le suivre dans le fond de l'atelier et l'invite à s'asseoir sur un vieux billot. François décline l'invitation. « Moi, je m'assois, monsieur le garde-ville, si vous me le permettez. »« Officier, monsieur l'officier, mes os et mes articulations accusent leurs 57 ans. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'enquêteur demande au forgeron s'il aime sa profession. « Oh oui, on ne le penserait peut-être pas à première vue, mais c'est un métier qui demande force et précision. » L'inspecteur pose ensuite la question qui l'intéresse principalement. « Où étiez-vous, monsieur Vrinskap, la nuit du 3 au 4 juin ?»« Chez moi, pardi. »« Toute la nuit ?»« Oui, toute la nuit. » « Quelqu'un peut-il en témoigner ?»« Non, je suis célibataire. Je ne me suis jamais marié, monsieur l'officier. » L'inspecteur le considère un instant. « J'ai entendu dire que vous connaissiez bien Clotilde. Confirmez-vous ce renseignement ?»« Oui. »« Parlez-moi de Clotilde. Qui était-elle ?» François voit trembler la moustache grise, drue, fournie et piquante du mastodonte qui, secoué d'entendre répéter le prénom de sa bien-aimée, émet une voix faible. « C'est une femme entière. C'était, se corrige-t-il aussitôt, visiblement incapable de parler d'elle au passé. Il n'en dit pas plus. L'émotion qui l'étreint et le vif chagrin ont enserré les mots au fond de la gorge. Le policier lui laisse le temps de se ressaisir. Elle était franche et directe et savait se montrer loyale. Malgré ses efforts, ce sont les seuls mots que l'homme parvient à ajouter avant de se prendre la tête entre les deux poings, secoué d'épouvantables sanglots. Doté d'une intelligence profonde et analytique, François ne laisse rien passer, pas le moindre détail. La concentration aiguisée, il analyse tout. De voir ce géant aux mains d'acier pleurer toutes les larmes de son corps lui décroche le cœur. Particulièrement intuitif, François sait qu'il peut se fier à son flair, car il est souvent dans le vrai. Il dévisage le colosse et tire sa conclusion. Ce regard qui s'illumine de bonté et de générosité lorsqu'il parle de Clotilde n'est pas celui d'un tueur. Prenant congé du forgeron, François se dirige ensuite vers le canal,
et accède au béguinage par la petite porte en bois. Comme d'habitude, il est envahi d'un sentiment de sérénité dès qu'il franchit la limite de ce domaine mystérieux, mystique et apaisant. La propreté, la simplicité et le silence de recueillement de l'enclos offrent un contraste agréable avec le bruit constant, l'agitation vivace et le mouvement des quartiers environnants. Il croise Johanna, la blanchisseuse, portant une manne de linge dont s'échappe un parfum naturel de savon de Marseille. Il la salue, elle lui répond par un large sourire. Le soleil pratiquement au zénith rôtit déjà les ruelles. Une poignée de béguines parlent à voix basse avec de légers rires. Seuls les tout-petits, en jupe, traînent par grappes devant les maisonnettes, surveillés d'un œil par les portes ouvertes d'où s'exhale un parfum de soupe à l'oignon ou au chou. Dans la maison de la petite Thérèse, Agathe s'active à la préparation du repas, tandis que ses fils Charles Hubert et Pierre Odilon, respectivement 4 et 3 ans, se querellent autour d'une toupie de bois. Debout devant le fourneau en maçonnerie garni en fer, la mère de famille coupe sur une planche en bois creusée par l'usure les 2 extrémités de chaque saucisse, puis les met à cuire. Hoeveel snijden de tjoepjes van de saucissen af dat je ze bakt? Demande Thérèse, délaissant brièvement la surveillance de ses frères et sœurs. Pourquoi coupez-vous le bout des saucisses avant de les cuire? Dat weet ik niet, maar ik heb Bobon dat altijd zien doen. Je ne sais pas, j'ai toujours vu Bobonne le faire. Ah wel, we zullen je dat eens vragen als we een keer bij u op bezoek gaan. Alors nous lui demanderons lorsque nous irons lui rendre visite. Décide la gamine avant de se tourner vers ses petits frères. Pierrot, Bébert, arrêtez de vous disputer, dit-elle en imitant le ton de sa mère. Elle prend ensuite délicatement sa sœur dans ses petits bras, s'installe sur une mini-chaise de paille et berce tendrement l'enfant d'une comptine. Ernestine, c'est son amour, son bébé, sa poupée. Les garçons, eux, ne font que se chamailler. Empruntant la ruelle du rouleau, dans le prolongement de la précédente, François accède à la rue du Béguinage, qui traverse diagonalement l'enclos, la franchit pour rejoindre l'infirmerie située dans la rue de la Pensée. Une odeur prégnante d'urine, de vinaigre, de soufre et de vieux remèdes rances, qui n'inspire pas précisément la gaieté, lui assaille les narines dès l'entrée. « Kemzir ou moine cop !» crie une vieille femme agitée que 2 aides-soignantes tentent de calmer en lui maintenant le buste sur le matelas. « Calmez-vous, Pélagie !»« Kemzir ou moine cop !» répète la béguine chargée d'ans et d'infirmité. « Oui, je comprends bien, mais au plus vous vous agitez, au plus vous aurez mal à la tête. Tenez, buvez cette décoction d'écorce de saule et essayez de vous détendre. » François interpelle l'une des filles de service et l'envoie mander Anna, la maîtresse de l'infirmerie, et Claire, pour procéder à leur interrogatoire. La première l'ayant priée de patienter une dizaine de minutes dans l'antichambre de son bureau, le temps de gérer une urgence, il commence par l'infirmière en chef. Lorsque celle-ci vient se poster en face de lui, l'inspecteur dévisage sans se départir de son sourire énigmatique les pommettes et l'arête du nez constellées de taches de rousseur coquine qu'il a devant lui. La jeune femme de 24 ans, charmante et agréable, soutient le regard bleu cendré qui la fixe. Dans un souci de coquetterie, elle palpe des 2 mains sa coiffe blanche dont de fins cheveux blonds foncés s'obstinent à s'échapper. Les grands yeux brun clair révèlent d'emblée la vivacité d'esprit de la jeune adulte déjà en charge de l'assistance aux malades à la faveur du récent décès de la chef précédente. Vive, alerte, claire et communicative, elle explique à l'enquêteur les subtilités de la hiérarchie.
Comme son nom l'indique, le surveillant des infirmières contrôle le personnel. Quant à elle, son rôle concerne les Kranken. Ce sont les Begins qui séjournent définitivement à l'infirmerie. L'infirmerie a sa propre règle, voyez-vous, en plus des statuts généraux du béguinage, dit-elle. L'accent est mis sur l'activité des pensionnaires, qui ne peuvent pas passer la journée en oisiveté, mais doivent s'occuper de prières et de travaux manuels. Elles doivent participer aux célébrations communes, se confesser et communier régulièrement et réciter leurs prières personnelles. Et j'y veille, ajoute-t-elle dans un rire cristallin. Et Clotilde, ne cherchait-elle pas à endosser une responsabilité au sein de l'infirmerie ? Demande le policier qui cherche à détecter le moindre soupçon de tension, de conflit. Oh non, Clotilde s'intéressait aux malades, aux remèdes, aux moyens de soulager les souffrances. Les larmes lui montent spontanément aux yeux dès qu'elle se met à raconter la relation privilégiée qu'elle avait avec la guérisseuse. Elle était courageuse, savez-vous, toujours à se dévouer pour les autres. Je l'avais consultée pour mes accrochordons, dit-elle, passant l'index sur l'une des verrues pendant à la base de son cou. J'avais l'habitude de les encercler d'un fil à coudre, mais Clotilde m'a conseillé de les badigeonner de vinaigre de cidre de pomme pendant quelques jours pour les dessécher jusqu'à ce qu'ils tombent. Peu intéressé par ces détails, François a détourné le regard et le laisse vaguer quelques instants entre les tableaux qui ornent le vestibule. 2 portraits, un homme et une femme, costumés à l'antique. 2 autres portraits, un homme et une femme, en costume espagnol. Le policier complète l'entretien au terme duquel il recommande à la jeune femme de venir le trouver si elle pense à n'importe quel détail susceptible de l'aider à résoudre le crime odieux. Ce qui vaut également pour vous, ajoute-t-il à l'intention de la directrice qui vient de les rejoindre d'un pas tranquille. Elle déverrouille la porte de la chambre attenant à la chapelle qui lui sert de bureau, tandis que l'infirmière retourne à ses patientes. L'inspecteur y entre à sa suite, jette un œil vers les 2 bois de lit garnis en vieille toile fleuragée bleu et blanc, la cheminée de fer à la prussienne, le candélabre de cuivre jaune dressé sur la table couverte de documents, de liasses et de carnets. Tandis que la béguine déplace le livre de comptes qui reposait ouvert devant elle pour se ménager un espace où déposer les poignets, l'inspecteur observe ses gestes et son visage. Une frange de cheveux gris dépasse de la coiffe. Maintenue très courte, elle raccourcit un peu le visage rond. Les joues rebondies et les pommettes hautes, grosses comme des abricots, arborent un rouge vif. Donne l'impression de retrousser le nez vers le haut lorsque la dame sourit. Ce qui ne doit pas arriver très souvent au vu du caractère austère de la sexagénaire que trahissent les yeux bleu-gris. L'œil aiguisé, François a noté la similarité de la coiffe avec celle de la grande dame. Interrogée sur ce détail, Anna explique. On reconnaît les maîtresses du béguinage à la manière spécifique d'épingler leur mouchoir de tête et à la couleur des vêtements. Comme vous l'aurez constaté, nous portons un habit bleu, couleur que les autres béguines ne peuvent porter que les jours fériés. Nous nous alignons sur le règlement du béguinage de Diest. Les béguines sont vêtues de noir en signe de deuil pour les guerres de religion entre protestants et catholiques. Il me semble pourtant avoir vu un grand nombre de femmes sans coiffe et portant des vêtements de couleurs variées. Oh, mais sur les 600 communiantes, le tiers environ est constitué de laïcs. Le nombre de femmes non béguines qui séjournent au béguinage est fort élevé. Il y a les enfants à enseigner. Les béguines riches peuvent prendre une servante à leur service. Les béguines qui ont leur maison à elles louent parfois quelques chambres à des veuves qui veulent s'assurer de vieux jours dans la quiétude et ainsi elles disposent de revenus supplémentaires. Des membres de la famille comme la mère, une tante, une sœur ou une nièce
peuvent s'y installer après approbation des maîtresses du béguinage. Les habitations non occupées sont louées à des personnes étrangères à la communauté, de préférence des veuves et des femmes pieuses. Je comprends. Parlez-moi de votre fonction. Comment avez-vous obtenu ce poste? Y avait-il des rivalités avec Clotilde ou d'autres béguines pour l'avoir? Pour votre bonne compréhension, répond la directrice, il faut savoir qu'il n'y a pas de religieux masculin à la tête des béguinages. La direction générale est toujours exercée par une béguine, appelée la grand-maîtresse ou la grande dame, élue par les béguines elles-mêmes. Elle est aidée par 3 autres maîtresses pour exercer la direction quotidienne. Contrairement aux 2 autres maîtresses, nommées par la grande dame, j'ai, moi, été nommée par le magistrat de la ville. Cependant, nous ne sommes pas élus pour la vie, comme c'est la coutume pour la direction de certains ordres religieux, mais pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. La rotation de l'autorité et de la responsabilité est un principe important et s'applique non seulement pour la direction, mais également pour les fonctions inférieures, comme celles de maîtresse des couvents, maîtresse d'école, portière, sacristaine, organiste. Alors, pour répondre à votre question, oui, on sent parfois quelques jalousies, mais elle ne venait certainement pas de la part de Clotilde. J'ai été désignée parce que je remplissais les conditions. Avoir 40 ans et avoir vécu au moins 10 ans dans le béguinage. Et j'ai la faiblesse de penser que c'était aussi parce que j'ai les qualités requises. Le mérite, la sagesse et la bonne renommée, ajoute Anna dans un sourire de satisfaction à peine déguisé. Prudente, sage et discrète, comme le stipulaient les statuts à l'origine, conclut-elle, fière comme un pou. C'est donc un poste convoité. Votre fonction est-elle rémunérée? Ah non, peut-être. Nous ne sommes pas dans un couvent. Toutes les fonctions dans le béguinage sont rémunérées. Et comme nous occupons une résidence officielle, nous pouvons louer notre propre maison, ce qui nous rapporte aussi des revenus. Alors, bien sûr, mon poste est convoité. D'autant plus que l'infirmerie est la principale fondation du béguinage, tant du point de vue logistique que financier. Et puis, cette institution fait office de succursale de la table du Saint-Esprit. J'ai aussi entendu parler d'un projet de fusion entre la direction de la cour commune et celle de l'infirmerie. Cela fait beaucoup, non? Parlez-moi de la gestion de cette fondation, voulez-vous? Pour ce qui est de l'administration, sachez qu'elle est placée sous la surveillance du curé et des membours, sans l'assentiment desquels je ne peux faire aucune dépense. Et j'aime autant vous dire qu'en ce qui concerne le curé, le dialogue, le tact et la diplomatie ne sont pas son fort. Il est trop direct dans ses échanges et veut souvent imposer sa morale. La directrice se lève subitement. « Et si je vous faisais visiter en même temps ?» s'empresse-t-elle d'ajouter, comme désireuse de mettre rapidement un terme à ce sujet de discussion. Sans attendre la réponse de l'officier, Anna s'est dirigée vers la porte qu'elle ouvre pour laisser passer le policier. « Ici, juste en face, vous avez la chapelle. Allez y jeter un œil si vous voulez, pendant que je ferme mon bureau à clé. » Le clerc du sang s'exécute, y promène un rapide regard circulaire, voit la cloche, l'autel en bois orné de sculptures et de marbre, et remarque le devant blanc bordé par le bas d'une moulure en cuivre. Au-dessus de l'autel pend un superbe et énorme tableau représentant l'adoration des bergers à la crèche. Le clerc du sang admire également le Christ en bois, ainsi qu'une figure de Vierge en bois. « Pourquoi fermez-vous votre bureau à clé ?» interroge-t-il lorsque Anna le rejoint. « Par discrétion. Les livres sans sceau, les livres de compte, ne doivent pas tomber dans n'importe quelle main quand même. Savez-vous que nous gérons les biens de toutes les Kranken ou Infirmerie Kinderen, ou les enfants de l'infirmerie? C'est-à-dire, vous avez ici une première chambre attenante à la chapelle et une seconde, dit-elle au policier. François note la présence d'un poêle à bois et de nombreux tableaux, tandis que la maîtresse commence à lui répondre. Outre les pensionnaires qui y séjournent temporairement,
les béguines indigentes, les hommes, généralement des religieux, ou les parents des béguines qui passent la nuit au béguinage, l'infirmerie sert surtout de logement aux béguines qui jouissent d'une prébande, les Kranken. « Qu'est-ce qu'une prébande » demande l'officier, sortant son éternel calepin de sa redingote. « Et j'aurais besoin de la liste des personnes extérieures ayant passé la nuit ici, du 3 au 4 juin, je vous prie. » « J'imagine que votre livre renferme cette information, ajoute-t-il, l'air de dire « ça me paraît évident, mais j'espère ne pas avoir affaire à une bécassine. » « Celles-ci sont nos meilleures chambres, vous comprendrez pourquoi, dit Anna, indiquant à l'officier la porte vitrée qui donne sur la chapelle. François, bien qu'irrité par cette manie de ne jamais répondre à ses questions, ne peut s'empêcher de suivre des yeux le bras impérieux. Il remarque 3 lits garnis d'une étoffe de laine, une table et une armoire en chêne, un fauteuil de malade garni d'un drap et encore plus de tableaux que dans la première chambre attenante au lieu consacré. Une prébande est un avantage attribué par faveur, finit par lui répondre la directrice, tout en retournant dans le grand vestibule devant la chapelle. Et oui, je tiens consciencieusement les livres à jour, je vous fournirai la liste requise. Elle emmène ensuite l'officier à l'étage pour lui montrer son appartement de fonction. Une béguine devenue malade est soignée pendant toute une période dans sa propre maison ou au couvent, le cas échéant. Si elle est atteinte d'une maladie chronique ou qu'elle est devenue incapable de se prendre en charge, elle peut entrer à l'infirmerie où elle est soignée à vie, sous certaines conditions. François découvre une première chambre ayant vue sur un petit jardin, une autre en face de la précédente, une petite cuisine, un petit lavoir et un garde-manger. Dans le corridor, entre les 2 chambres, tandis que résonne la voix de la maîtresse, l'attention du policier est attirée par une jolie petite scribane, une encoignure de bois noué et une vieille pendule et sa coiffe. Lorsqu'une béguine entre définitivement à l'infirmerie, elle doit se déposséder par contrat de ses biens au profit de cette fondation. Ses meubles, son linge et ses biens immobiliers, du moins lorsqu'elle n'a pas d'enfant légitime. Si elle en a, elle peut en disposer par testament. Ah bon ? Oui, mais la réputation de nos soins n'est plus à faire, dit la directrice de l'infirmerie, comme s'il justifiait le prix à payer. Saviez-vous qu'au XIVe et XVe siècle déjà, les béguines soignaient les lépreux et les pestiférés, souvent au détriment de leur vie. Ces soins aux malades ont tellement impressionné les autorités françaises que Nicolas Rolin, chancelier de Philippe le Bon, a chargé des béguines malinoises de fonder à Beaune, en Bourgogne, l'Hôtel-Dieu, l'hospice dont la première supérieure a d'ailleurs été Alardine Gasquière. De Malines, ajoute-t-elle, se rengorgeant de fierté. De retour dans le vestibule en haut de l'escalier voisin de son appartement, Anna a guidé l'inspecteur vers une chambre dans laquelle on descend par un petit escalier. Il y voit un lit à 2 dossiers, surmonté d'un petit baldaquin et garni de rideaux de camelot gris, une grande armoire de chêne et pas moins de 5 tableaux. Elle poursuit. L'infirmerie dispose d'une boulangerie, d'une brasserie et d'une ferme dont les revenus sont destinés à nos pensionnaires et dont les surplus sont vendus. Vous comprendrez aisément la discrétion dont nous entourons la gestion de tous ces fonds. Tandis qu'il l'interroge ensuite sur la relation qu'elle avait avec Clotilde, sur la personnalité des autres maîtresses et sur les raisons personnelles qui l'ont amenée à rejoindre le béguinage, l'inspecteur découvre tour à tour le chauffoir, le réfectoire, la petite chambre et la petite cour à l'usage des domestiques de l'infirmerie. La tête bourdonnant d'avoir écouté les longues tirades de la directrice, le policier se contente ensuite de se faire indiquer de loin les lieux restants. La grande cour, le petit lavoir au linge, la brasserie, la boulangerie, les différents bâtiments et hangars environnant la cour, les greniers et finalement le corps de bâtiment principal renfermant les différentes cellules occupées par les béguines de l'infirmerie.
L'officier prend congé d'Anna et s'apprête à quitter le béguinage. La vieille dentelière, invariablement assise au coin de la ruelle du Peuplier, est toujours coincée dans sa bulle de chagrin. Si c'est pas malheureux, oh Herme, si c'est pas malheureux. François la salue et emprunte la rue de Laeken. La soirée a débuté. Le policier observe les hirondelles voler en escadron par trois, tourbillonnant dans tous les sens, excité par la sortie des moustiques, et ne peut s'empêcher de songer à la qualité et au nombre impressionnant de tableaux sur panneaux et sur toiles qu'il a vus dans cette vaste fondation appelée l'infirmerie, dont 22 dans le seul appartement de la directrice.